Ah, pour moi, il y a manipulation. Je vais vous dire, soit il y a fraude directe. Dans les quelques jours avant le scrutin, Macron est intervenu en disant qu'il fallait absolument que ce soit le candidat européiste qui gagne. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta, chers abonnés de notre application et aussi abonnés de la chaîne YouTube. Chaîne YouTube, on se réjouit, là on vient de passer les 425 000 abonnés, donc vraiment on vous remercie à chaque fois, mais on le refait. Merci pour les nouveaux arrivants, ceux qui viennent de s'abonner. On en a eu beaucoup ce week-end grâce à des grands entretiens justement qui nous permet d'avoir un public nouveau. Je parlais de l'application aussi, n'oubliez pas l'application parce que c'est là que sont publiés nos documentaires. Il y en a quelques-uns assez intéressants qui vont pas tarder à arriver. Donc soyez à l'écoute, téléchargez l'appli, vous apprendrez plein de choses et puis surtout vous comprendrez la façon dont on fonctionne sur le terrain, nos reportages, les making-of, etc., etc. Il y a plein de choses. Je sais, vous avez l'impression que je me répète un petit peu, mais c'est important de le dire, c'est ça qui nous fait vivre, ce sont les documentaires. Donc chaîne YouTube, nouvel entretien, nouveau grand entretien, nouvel épisode du grand entretien, voilà. On en fait beaucoup en ce moment, dans un contexte où il y a eu ce week-end les élections en Roumanie, le deuxième tour des élections en Roumanie, et pour commenter, pour analyser ce qui s'est passé et ce qui se passe plus largement en ce moment en Europe, eh bien je reçois Florian Philippot. Bonjour Florian. Bonjour Régis, bonjour. Bonjour, alors merci Florian, vous êtes on va dire un habitué d'Omerta, vous venez souvent. Ce qui est très intéressant de vous avoir aujourd'hui, donc évidemment tout va tourner autour de ces fameuses élections et de ces tendances un petit peu étranges qui commencent à se dessiner en Europe. Je vous présente, vous êtes donc un ancien cadre du Front National et aujourd'hui vous êtes le président des Patriotes. Alors, je vous encourage à aller regarder, vous avez vous aussi beaucoup d'activités et vous réunissez aussi toujours beaucoup de monde dès qu'il y a des manifestations, ça faut le souligner. Florian, première question, qu'est-ce qu'il faut en penser de ces élections? Large victoire au premier tour de Georges Simeone qui lui-même se substituait à un candidat qui avait été interdit de se présenter, qui s'appelle Calin Georgescu. La première élection avait été interrompue entre le premier et le deuxième tour. On a assisté à des choses quand même en Roumanie qu'on n'avait jamais vues nulle part ailleurs avant, en tout cas dans un pays de l'Union européenne, ou on va dire dans un pays du camp occidental. Oui, je pense qu'il faut d'abord dire une chose, c'est que normalement le vrai président de la Roumanie s'appelle Calin Georgescu. C'était le choix des Roumains. Le choix qui a été interdit, vous l'avez rappelé. Je rappelle que l'élection avait été annulée le 6 décembre 2024, à 2 jours du second tour, Oui. qui devait avoir lieu le 8 décembre, et que dans les derniers sondages, il était à 58%. Donc il allait gagner, a priori, avec une telle avance. Et il a été ensuite interdit, arrêté par la police en février, traduit en justice, il y est toujours, hein, il risque beaucoup, et interdit de se représenter. Et donc c'est Georges Simeone qui s'était présenté déjà la première fois, qui était arrivé quatrième, qui a pris un peu la suite, sans prendre tout à fait le même programme, un programme un peu moins radical, mais bon, toujours plus intéressant que ce qu'il y avait en face. Et il avait surtout le soutien de Calin Georgescu, qui allait probablement être nommé Premier ministre si Simeone avait été élu président. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'au premier tour, il fait un carton, 41% des voix. Et au second tour, c'est son adversaire qui n'avait fait que 21% au premier tour, le maire de Bucarest, très euro-compatible, enfin, il coche toutes les cases, hein. Très pro-guerre en Ukraine, très pro-tout, enfin tout ce qui est euro-macroniste, euro-mondialiste, qui l'a emporté, mais assez sensiblement d'ailleurs, avec 54% des voix. Donc il a fait une remontada, une remontada d'Ursula peut-être, je ne sais pas comment il faut l'appeler, ou remontada Macrona. Il est passé de 21 à 54% des voix par magie entre les deux tours. Pour vous, il y a manipulation? Ah, pour moi, il y a manipulation. Je vais vous dire, soit il y a fraude directe. Bon, je ne vais pas inventer des choses. On a parlé beaucoup de morts qui étaient inscrits sur les listes électorales.
On a parlé de ce qui s'est passé en Moldavie, Oui. où d'un coup, beaucoup se sont découverts une double nationalité. Roumaine, moldave. Sont allés voter. On sait qu'il manquait des bulletins de vote aussi pour des membres de la diaspora dans certains bureaux qui étaient très favorables à Simeone. Ça a été documenté. Après, c'est à eux de faire un dossier. C'est pas s'ils font un recours, ce sera à eux de documenter les choses. Ce qui est certain, c'est qu'on a vu une ingérence, pour le coup, pas russe. On a vu une ingérence occidentale, on va dire européiste, massive, assumée. Dans les quelques jours avant le scrutin, Macron est intervenu en disant qu'il fallait absolument que ce soit le candidat européiste qui gagne. Il a eu à téléphoner d'ailleurs depuis l'Albanie, où il y avait un sommet de la communauté des politiques européennes. Il a appelé clairement à voter pour lui. Valérie Ayé, qui était sa tête de liste aux européennes, eurodéputée macroniste, a revendiqué sur France Inter qu'elle allait tout faire, je reprends ces termes, pour faire élire le candidat favorable à l'Union européenne, et notamment faire des meetings en France et en Europe pour la diaspora. Donc ça s'appelle de l'ingérence. Enfin, je veux dire, c'est même des dépenses de campagne, en fait. Il y a même un problème probablement légal, parce qu'un meeting, ça coûte de l'argent. Donc elle a dépensé de l'argent, mais pas imputé, j'imagine, au compte de campagne du candidat qu'elle soutenait. On a vu vraiment se déverser une propagande, les institutions européennes, voilà, et puis ces révélations du PDG de Telegram, Pavel Durov, qui a balancé beaucoup de choses ces dernières heures en disant qu'il y avait eu volonté directe d'intervention d'un gouvernement occidental. Il a précisé, je vous laisse deviner lequel, en mettant un petit émoticône de baguette de pain, donc on a deviné que c'était la France, qui est intervenue pour faire taire les voix conservatrices, dit-il, en Roumanie. Voilà. Et ensuite, il a même ciblé le patron de la DGSE. Enfin bon, c'est vraiment très, très précis mais aussi. Alors, tout ça, ça ne fait pas quand même... je dis, il n'y a pas Valérie Ayé qui est derrière chaque Roumain pour l'encourager. Les Roumains étaient quand même libres de leur choix. Au moment de mettre le bulletin dans l'urne, ils auraient pu infliger un camouflet d'abord, si tant à est cette qu'il n'y Europe. ait pas de fraude. Oui. Non, mais oui. Mais apparemment, Georges Simeone, si j'en crois à ses propos, dit qu'il n'y a pas d'irrégularité massive. C'est ce qu'il a dit hier. On verra s'il maintient cela, parce qu'il doit faire aussi des annonces importantes. Enfin, on verra bien. Peut-être qu'il a été un peu sonné aussi par la défaite, parce qu'il avait d'abord annoncé sa victoire sur X. On verra bien. Ça, pour le coup, je ne peux pas dire. Moi, j'aime bien les preuves, donc je ne veux pas parler si je n'ai pas de preuves. Il y a eu une présomption, en tout cas, une présomption et une conjonction de faits un petit peu étranges qu'il faudrait quand même étudier de près. Mais quand vous êtes dans un pays où il y a une telle ambiance médiatique, une telle pression internationale, une telle pression, un tel chantage, il y a beaucoup de Roumains qui ont documenté aussi que dans leur entreprise, on leur expliquait qu'ils seraient virés si c'était l'autre candidat qui gagnait. Et ça, je veux bien le croire, parce que moi, j'ai vécu le même genre de pression, y compris parfois simplement au niveau municipal ou régional en France, où le système était capable de faire croire aux gens qu'ils allaient être virés si vous étiez élu, ne serait-ce que maire ou conseiller régional ou président du conseil régional. Donc je suis absolument persuadé que ce genre de pression a existé. Et ce sont des ingérences, et ce sont des manipulations. Et on voit en fait, avec ce qui s'est passé, parce que je n'oublie pas ce qui s'est passé, donc en décembre 2024, l'annulation de la première élection, l'interdiction à Georgescu, un candidat qui pour le coup était très clair, qui voulait que son pays quitte l'Union européenne, l'OTAN et l'OMS. Bon, là, si vous voulez, vous avez tout. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. On a vu se déchaîner de manière maintenant assez assumée une Union européenne qui est capable de vous dire, lui, il peut se présenter, lui, non. Là, cette élection-là, on va devoir l'annuler. Je rappelle que l'annulation est fondée sur rien. Pour le moment, ça n'a pas abouti. Il y a eu une enquête. Il y a un rapport Viginum qui a été publié par la France. Il y a des choses, mais quand on regarde dans le fond... Il n'y a aucune preuve qui dit que le TikTok de Georgescu a été manipulé par les Russes. Si tant est d'ailleurs que ce serait suffisant, c'était l'argument de Vance qui est venu dire à Munich, même si ça avait été vrai, est-ce que vous annulez une élection présidentielle en cours de route pour ça ? Ça a été le cas. Alors, il y a des recours pour... Alors, les recours ont été balayés. La question, c'est que, en plus, c'est même pas prouvé.
que son TikTok. Déjà, moi, je trouve que même si le TikTok avait été manipulé, franchement, quand vous voyez les grands médias, les télévisions qui sont ultra manipulés, Oui, bien et sûr, qu'on ne dit rien, je pense que ce ne serait pas un motif suffisant. Mais en plus, c'est même pas prouvé. Il y a même plutôt eu une enquête interne qui a démontré que c'était un candidat en face qui avait voulu donner un coup de pouce à Georgescu pour affaiblir Simeone, parce que tout à fait. la Du crainte, parti c'était, libéral. voilà, en fait, ils voulaient diviser les voix des souverainistes. Tout à fait. Donc ils avaient promu un candidat qui était à 1%. Georgescu a commencé à 1%, en se disant, bon, bah, il ne fera jamais plus que 3 ou 4, mais au moins, c'est des voix qu'il prendra à notre adversaire. Bon, bah, sauf que manifestement, la chose leur a échappé. Bon, c'est probablement beaucoup plus ça. Par contre, là, il y a des ingérences qui sont prouvées. Quand je vous parle de Macron, d'Ursula von der Leyen, de Valérie Ayé, tout ça, ce sont des choses tangibles, assumées, revendiquées. Eh bien non, ça, c'est manifestement pas suffisant pour annuler le scrutin. Voilà, parce que ça les arrange. Donc on est vraiment face à ce qui est devenu l'Union européenne, c'est-à-dire un machin extrêmement totalitaire qui ne supporte pas que la démocratie s'exprime quand elle va contre les intérêts de la caste. Et la Roumanie était un exemple très important, d'ailleurs ça a été redit. J'entendais il y a quelques heures sur une chaîne de radio publique le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a dit « Je me réjouis du résultat », bon ça il a le droit, mais il a précisé « parce que la Roumanie est un pays stratégique dans notre combat pour l'Ukraine », en rappelant que la Roumanie est un pays qui a 700 km de frontière avec l'Ukraine. C'est lui-même qui l'a rappelé, qu'elle accueillait une mission de l'OTAN, la mission Aigle, pilotée par la France d'ailleurs, actuellement, dirigée contre la Russie évidemment, et qu'elle allait accueillir en 2030 la plus grande base de l'OTAN, avec plus de 10 000 hommes. Donc Barrot a donné les arguments. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que cette pièce maîtresse du mondialisme tombe dans des mains nationalistes ou souverainistes ou patriotes, si tant est que Simeone l'était, parce que Simeone, ce n'était pas non plus un foudre de guerre souverainiste. Non, absolument. Et puis sur la question de l'OTAN, Simeone était totalement, ne voulait absolument pas remettre en cause les traités. Mais si vous voulez, il allait quand même déjà trop loin. Il fallait que la créature... c'est-à-dire le maire de Bucarest, là, Nicozor Dan, je crois, il s'appelle, il fallait que ce soit leur créature qui gagne. Donc vous avez vu d'ailleurs que dès qu'il a appris qu'il était élu président, j'imagine depuis l'hôtel de ville de Bucarest, il était à un balcon, il a brandi pas le drapeau roumain, il a brandi le drapeau européen. Alors, je vais vous faire réagir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a remercié ses sponsors. En fait. Absolument. Il y avait également des élections importantes en Pologne qui ont vu au coude à coude le candidat, on va dire. Et alors, je voulais vous faire réagir là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a une élection dans n'importe quel pays européen, on dit il y a le candidat pro-européen et le candidat nationaliste. On ne dit plus le candidat de gauche ou d'extrême gauche. C'est quand même intéressant de cette évolution. Ça voudrait dire que même dans l'expression aujourd'hui, ça doit vous réjouir, il y a une volonté de terrasser l'Europe qui s'identifie à travers un candidat au point que ça devient sa dénomination. Oui, je me réjouis quand le vrai clivage est énoncé, mais vous remarquerez qu'ils ne le font que quand ils estiment qu'ils sont en danger. Oui. Le reste du temps, ils continuent à vous bassiner, à vous enfumer avec droite-gauche, etc. Par contre, dès qu'ils ont l'impression qu'il faut faire un branle-bas de combat pour que tous les européistes se mettent derrière l'étendard de leur candidat, alors là, ils rappellent du coup le vrai clivage. Et le vrai clivage, c'est effectivement entre patriotes et mondialistes. Ce qu'avait dit Trump devant l'Assemblée générale de l'ONU dès 2019. Complètement. Il avait dit d'ailleurs l'avenir appartient aux patriotes, pas aux mondialistes. Donc c'est ça la vraie ligne de clivage. On le voit partout. C'est pour ça qu'il faut qu'en France, on sorte de cette glaciation droite-gauche qui n'a absolument aucun sens. Il faut regarder quel est le rapport à la souveraineté nationale, à la souveraineté populaire. C'est ça la vraie question aujourd'hui qui détermine toutes les autres. Mais alors, est-ce que vous admettez aussi... moi, je me suis rendu en Roumanie il y a un mois pour passer une semaine, regarder un petit peu comment rencontrer Georges Simeone et d'autres candidats. J'ai quand même noté qu'il y avait une forte implication des Trumpistes, notamment autour du parti AOR, le responsable au Parlement de la culture a écrit un bouquin qui s'appelle Le phénomène Trump. Il y a des casquettes MAGA partout dans son bureau. Dans le centre-ville de Bucarest, il y avait une énorme affiche avec un portrait de Donald Trump, Make Romania Great Again. Donc il y a aussi cette influence, cette ingérence des Américains qui, on le sent bien, ont envie de faire exploser l'Union européenne quelque part. D'ailleurs, probablement pas parce qu'ils craignent l'Union européenne. Je pense que Trump ne craint pas l'Union européenne. Ça, c'est l'argument des européistes. Il veut nous faire exploser parce qu'il nous craint. Non, c'est simplement que ça correspond à une vision politique et idéologique profonde. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent que les nations.
Et je crois que chez Vance, c'est très affirmé aussi. Tout à fait, oui. Et ils sont très cohérents. Si vous regardez sur des années et des années, Trump n'a jamais dit l'inverse. Encore une fois, son grand discours le 24 septembre 2019 devant l'Assemblée générale de l'ONU résume tout. Où il disait « Défendez votre nation et votre souveraineté nationale comme la prunelle de vos yeux ». Et en réalité, d'ailleurs, vous remarquez, il ne traite pas Ursula von der Leyen, encore moins Kaja Kallas, qu'ils ne reconnaissent pas comme autorité légitime. Ursula von der Leyen a rencontré J.D. Vance avec via Mélanie au milieu. Mélanie. C'est intéressant. Moi, vous savez ce que je pense de Mélanie. Je sais qu'il y en a qui sont fanas absolus en disant moi, je vous invite à regarder la réalité de ce qu'elle fait. Elle peut avoir des mots beaucoup plus sympathiques que Macron. C'est vrai qu'elle, au moins, elle parle de son pays. Elle, au moins, elle n'a pas honte de son drapeau. C'est déjà pas mal par rapport à un Macron. Je comprends que ça séduise, mais quand vous regardez la réalité des chiffres migratoires, il y en a eu des nouveaux encore il y a quelques jours qui montrent une nouvelle augmentation. Quand vous voyez la réalité de sa politique en Ukraine, qui est très belliciste, qui est très otanesque, et sa politique sociale qui n'est pas du tout ce qu'elle avait promis. Moi, je ne suis pas un fan de Mélanie et je trouve qu'elle ne joue pas un rôle favorable quand elle met Ursula von der Leyen dans l'équation. Il faut dégager Ursula von der Leyen et tous ces gens-là, si on a un authentique patriote. Ce que n'est pas, en réalité, Mélanie. Mais c'est vrai que Trump, il a cette vision-là. Il veut, en fait, je crois, parler à ce qu'il considère comme légitime, c'est-à-dire les peuples et les nations. Donc pour lui, il y a le Royaume-Uni, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie, etc. L'Union européenne, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous savez, ça avait été révélé et Macron avait confirmé, donc c'est vrai, en 2018, lors du premier mandat, Trump avait reçu Macron, enfin il s'était vu, et Trump lui avait dit « Mais pourquoi tu ne quittes pas l'Union européenne ? On pourrait négocier ensemble un superbe accord commercial au bénéfice des États-Unis et de la France. » Ce qui d'ailleurs, à mon avis, serait le cas. Et Macron, vous imaginez, vous dites ça à Macron, il tombe de sa chaise, c'est inconcevable. Il avait été interrogé sur CNN quelques mois plus tard, il avait dit qu'est-ce que vous lui avez répondu ? Il a dit non, je ne vais pas quitter l'Union européenne en fait. Mais je crois que c'était très sincère et presque naïf chez Trump. Alors après, moi je ne suis pas favorable non plus à ce qu'on ait des portraits de Trump partout. Si vous voulez, on parle d'un pays qui s'appelle la Roumanie. Sans aucun mépris pour la Roumanie, qui est un grand peuple, et on a une grande amitié historique avec entre la France et la Roumanie. Et il y a beaucoup de francophonie d'ailleurs, beaucoup de francophones. Beaucoup de gens parlent français. Tout à fait. Donc j'ai aucun mépris, au contraire, pour ce peuple, mais c'est un peuple qui n'a pas la même densité politique et diplomatique que la France. C'est un pays qui n'a pas la même densité. Et donc on ne peut pas imaginer la même chose en France. Et je ne le souhaite pas d'ailleurs. Moi je ne suis pas pour passer d'une allégeance à une autre. Je ne veux pas qu'on soit soumis à l'Union européenne et demain soumis aux États-Unis. D'ailleurs, à travers l'Union européenne, en fait, on était soumis aux États-Unis. Bon, mais je ne veux ni soumission à la Russie, ni à la Chine, ni aux États-Unis, ni à l'Allemagne, ni à l'Union européenne. Je veux une France libre. Et bien, la France libre, si on a un allié de circonstance qui s'appelle Donald Trump aujourd'hui, tant mieux. Utilisons-le. Mais toujours en n'oubliant pas que nous sommes français. Je voulais vous interroger aussi sur d'autres manifestations de choses un petit peu inquiétantes qu'on a pu voir. Et justement, vous avez évoqué l'Allemagne. Actuellement, les sondages montrent en Allemagne, depuis l'arrivée de M. Friedrich Merz comme chancelier, qu'en fait les chiffres de l'AfD ne baissent pas du tout, au contraire ont augmenté, en particulier dans les anciens Ländern d'Allemagne de l'Est, au point que quelqu'un écrivait l'autre jour que le paradoxe de la classe politique allemande, c'est d'avoir fait que les Allemands regrettent presque l'Allemagne de l'Est, quoi. On en est quand même là. Il y a quand même une chose aussi sur ce parti qui est devenu le premier parti en Allemagne. Il est crédité de 26%, mais les instituts de sondage disent que les choses pourraient évoluer, il pourrait passer au-dessus de 30 dans les mois qui viennent, avec une forte chance aussi, une possibilité que une partie des électeurs de la CDU-CSU passe à l'AfD. Face à ça, eh bien, quelle a été, on va dire, une forme de réponse ? Ça a été les services de renseignement intérieur qui pondent un rapport de plus de 1000 pages expliquant que l'AfD est un parti extrémiste qui, en Allemagne, peut valoir disqualification. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit là aussi d'une manière de manipuler, de dire « Oh là là, on ne maîtrise pas quand il est arrivé deuxième aux dernières élections, bon, derrière la CDU, ça va, mais que là, il y avait, en fait, il y a un péril en la demeure qui est en train d'exister et qu'on pourrait disqualifier à nouveau un parti aussi ». Ça a été avoué par Thierry Breton.
Il l'avait dit en janvier. Il était en interview en Ah oui, France, son fameuse interview sur RMC, RMC. et Ouais. il dit « Nous l'avons fait en Roumanie. Si nécessaire, nous le ferons en Allemagne. » Texto, il dit ça. Ça n'a pas été effectivement nécessaire parce que l'AfD, il lui a manqué 5 points. Quoi. Oui. Bon, ils ont eu beaucoup de députés, mais ils étaient deuxième. Mais si nécessaire, nous le ferons en Allemagne. Vous avez la réponse. Et 3 mois plus tard, vous avez, comme par hasard, ce rapport qui tombe, qui explique que c'est un parti épouvantable, extrémiste, qui effectivement en Allemagne qui rejette une partie de la population. Oui. Alors ça permet sa dissolution, son interdiction. Et avant cela, ça permet d'espionner les dirigeants, de faire des écoutes téléphoniques, de lire leurs mails, leur messagerie privée, des adhérents aussi, des élus, etc. C'est-à-dire les méthodes fascistes. Enfin, on va dire, il faut appeler les choses par leur nom. Ça permet ça. Alors pour l'instant, c'est à moitié gelé parce qu'il y a eu un accord, un recours. Mais enfin, tribunal de Cologne qui devra rendre sa décision. C'est ça. En fait. Moi, Et c'est encore les juges qui décident là. Ouais. Je suis persuadé que ils iront vers, si nécessaire, comme dit M. Breton, ils iront vers l'interdiction ou la disqualification. Et après, qu'est-ce qui se passe quand vous interdisez un parti qui est à 25 ou 30% des voix? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez des mouvements de rue? Est-ce que vous avez une révolution? On peut le souhaiter. Honnêtement, on peut le souhaiter, parce que sinon, il n'y a plus d'issue. L'AfD est un parti beaucoup plus gênant pour l'oligarchie que par exemple, le RN en France. Il faut savoir que l'AfD a dans son programme une issue qui s'appelle le Dexit, la sortie de l'Union européenne et de l'euro, ce qui n'est plus du tout le RN aujourd'hui. Il y a eu un comportement très courageux pendant le Covid de l'AfD, qui était du côté des résistants pour les libertés contre le Covidisme. D'ailleurs, Alice Weidel en a reparlé tout récemment dans une envolée très intéressante au Bundestag, où elle a dit arrêtez de nous qualifier d'extrémistes, les extrémistes, c'est vous. C'est vous qui annulez les élections, c'est vous qui avez imposé des mesures liberticides pendant le Covid, c'est vous qui... elle a fait toute la litanie formidable. On attend qu'il y ait un dirigeant du Rassemblement national qui dise le quart de ça. C'était aussi Georges Simeone et Aour. Le début de Aour, c'est le Covid et c'est les mesures... Simeone, il a été impeccable sur le Covid. Et puis Simeone, il était très dangereux pour le système parce qu'il allait nommer Georgescu Premier ministre. Et Georgescu est un souverainiste conséquent. Mais alors, donc on remarque que quelque part, alors ce qui est en train d'arriver à Marine Le Pen, on est aussi. Qu'est-ce que vous en pensez là? Moi, je pense que c'est. Parce que là aussi, il y a une disqualification. Oui, mais pour mieux. Alors, je pense que Marine Le Pen a donné beaucoup de gages de soumission, des renoncements sur l'UE, sur l'OTAN, sur l'Ukraine, sur plein de sujets, totalement muettes pendant le Covid, mais c'était pas assez. Et ils en veulent plus, et ce plus s'appelle Bardella. D'accord. Qui est vraiment le modèle de soumission. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu, tout récemment, il y a une communication, je l'ai quand même pointé du doigt sur mes réseaux sociaux, du Rassemblement national, compte Twitter officiel, X officiel, présidé donc par Jordan Bardella, qui met nous nous battons pour une Europe libre, souveraine et protectrice. Et j'ai pris juste à côté un tweet que venait de mettre Macron, je me bats pour une Europe indépendante, souveraine, et il n'a pas mis protectrice, mais genre efficace. J'ai dit là, on commence à avoir. Il faut prendre un microscope pour commencer à voir les différences là. Parce que Europe souveraine, si c'est le nouveau credo du RN, ils sont allés encore un cran plus loin. Parce que la souveraineté européenne, c'est la négation totale de la souveraineté nationale. Donc, or c'est bien ce qui est écrit. Ils l'ont pas retiré leur tweet. Donc, Bardella, c'est la soumission totale. C'est la photo avec Zelensky, tout sourire. C'est lui qui a poussé en interne pour abandonner la sortie de l'OTAN, abandonner la sortie. Alors, c'était déjà fait l'euro avant lui, mais la sortie de Schengen, la sortie de la CEDH, la sortie du marché européen d'électricité. Donc, en fait, la morale de l'histoire, c'est que se soumettre ne sert à rien. Ce qu'a fait Marine Le Pen. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà. Elle est quand même balayée. Ils veulent encore plus soumis. On mettra un Bardella face à un Édouard Philippe, ou je sais pas, un Retailleau ou un Attal, ou on verra bien, et ce sera celui en face qui gagnera. Et si même Bardella gagnait par extraordinaire, ce ne serait pas bien grave, parce qu'il n'est pas bien dangereux, pas bien offensif vis-à-vis du système. C'est ça la réalité. Et il y a le Donc ils n'ont pas besoin d'interdire le RN ou de faire la même chose qu'en Allemagne, ils n'en ont absolument pas besoin. Mais n'empêche que sur le processus électoral, enfin, je veux dire, la disqualification de facto de Marine Le Pen avec cette interdiction qui n'empêche de se présenter, sera décidé l'année prochaine en appel. C'est quand même aussi, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que la constante, quand on va sur l'AfD, ça va être des juges qui vont décider si le rapport vaut disqualification. Sur l'élection en Roumanie, ce sont des juges, une cour constitutionnelle. Et là, ce sont aussi des juges qui décident si Marine Le Pen peut se présenter ou pas en 2027.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les peuples n'existent plus. Mm. Ce qui est totalement normal dans un système qui nie les peuples, qui nie les nations, qui nie leur souveraineté. C'est très cohérent. En fait, vous remettez votre destin à une oligarchie composée de hauts fonctionnaires, de technocrates et de juges qui sont tous entourés de lobbies financiers, bancaires, pharmaceutiques, il y en a plein. Ça s'appelle une oligarchie. Est-ce que vous pensez que cet état de fait peut dissuader les gens d'aller voter? Ah, c'est le but. Mais ça marche déjà. Vous savez, la première fois en France qu'on va d'ailleurs le célébrer, entre guillemets, bientôt, dans quelques jours, on va en célébrer les 20 ans. La première fois qu'on a subi ça en France de manière très violente, c'est l'annulation du référendum de 2005 sur la Constitution européenne. C'est pour nous notre premier viol européiste, en quelque sorte. Lisbonne. Traité de Lisbonne qui est adopté presque 3 ans plus tard par le Congrès à Versailles, par les parlementaires, en février 2008, alors que le 29 mai 2005, et nous sommes donc à 20 ans, eh bien nous avions dit non de manière éclatante. 54,6% des voix, 70% de participation, après une très très belle campagne, très approfondie. Et ce non nous a été volé, parce qu'on était sur l'enjeu ultra stratégique. Et depuis, plus jamais de référendum en France. Et maintenant, éventuellement, nous en promet un sur l'âge d'accès aux réseaux sociaux, c'est ça? Non, mais c'était assez étonnant parce qu'on avait même fait, je me souviens, moi à l'époque je travaillais à Paris Match, une couverture de Paris Match avec le camp du oui. Hollande et Sarkozy. Hollande et Sarkozy. C'était quand même assez intéressant. Vous savez que moi, à l'époque, j'avais créé un blog qui s'appelait 7 fois c'est non, qui cartonnait. Hein. J'étais jeune étudiant à HEC, je faisais quand même pour le non en indépendant. Oui. Et mon blog marchait tellement qu'un jour, France 2 m'avait appelé, m'avait invité sur ma première télé, sur le plateau du 13h pour faire un débat face à un jeune du oui. Jeune du non, jeune du oui. 2 blogueurs. À l'époque, ce n'était pas les réseaux sociaux, c'était les blogs. Et j'avais pris cette image, cette une de Paris Match, et je l'avais détournée pour faire un tract, et avec les moyens qu'on avait à l'époque, Photoshop, je ne sais pas quoi. Ouais. Et j'avais écrit au-dessus, ils se sont dit oui. C'était marrant comme slogan. Oui. Les deux défendaient le oui, Hollande, Sarkozy, et puis la référence au mariage. Ils se sont dit oui. Et en fait, voilà, moi, c'est ça le souvenir de cette campagne. Une campagne extraordinaire. Moi, je me souviens que la nuit, avec quelques amis que j'avais convaincus ou motivés, on collait nos propres tracts et affiches sur les murs de Paris. Et on voyait plein de petits. C'est une fourmilière. Et que du non. Hein. Le oui n'était pas présent dans la rue. Hein. Le oui, c'était dans les médias. Bien sûr. Dans le non, dans la rue, on voyait tous les militants du non, de droite, de gauche. On n'en avait rien à faire. C'était juste la patrie, le non, la liberté, l'indépendance. Enfin, c'était extraordinaire. Moi, et vous voyez, c'est ça qu'on nous a enlevé. Ça a été moi, le début de la fin. Les parlementaires, et vous savez, nous, on fait une manif le 29 mai 2005 pour les 20 ans devant le Sénat, à 18h. 2025. 2025, tout à fait. Là. Que les gens viennent, à 18h, c'est 20 rue de Tournon, l'équivalent, l'adresse à côté du Sénat. Que les gens viennent nombreux, et on lira à haute voix le nom des parlementaires qui, en 2008, ont voté le traité de Lisbonne. Pour que les gens, quand même, sachent. Il y a quelques surprises, d'ailleurs. Les gens seront surpris. Il y a encore des noms qui résonnent aujourd'hui dans l'actualité. Et ils verront, et moi, ces gens-là auraient dû être disqualifiés à vie. Vous voyez, quand vous êtes capable d'annuler un référendum, ce qui est la chose la plus sacrée possible, c'est-à-dire le peuple qui parle directement. Après, en plus, une campagne dont on sait qu'elle n'a pas été escamotée, elle a eu lieu, la campagne. Et encore, le oui a eu beaucoup plus de temps de parole, mais elle a quand même eu lieu. Eh bien, c'est honteux d'avoir fait ça. Mais ils l'ont fait pourquoi? Parce qu'on était au cœur du plus stratégique qui était possible, c'est-à-dire toute l'aventure européiste qui nous est présentée comme le seul destin possible de la France depuis maintenant des décennies, ce qui est un mensonge. Ce n'est pas notre destin, c'est notre tombeau. Dernière question, il y a une chose qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on remarque que l'Angleterre est en train de se rapprocher de l'Europe, presque... comme on va dire, le Brexit est toujours là, mais on sent qu'il y a quand même des petits accommodements. On ne va pas revoter, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors ça, c'est l'oligarchie britannique. Parce que le peuple, il a voté. Oui, bien sûr. Il y a 3 semaines. Ouais. Non, mais il a voté. Mis, vous avez vu le raz-de-marée Farage. Oui, bien sûr. Élections locales, puis il y a même des sondages pour les législatives. Et il est 30% au niveau national. Il a balayé le système bipartisan qui structurait tout le système politique britannique depuis si longtemps. Et aujourd'hui, en plus avec leur mode de scrutin à un tour, vous avez des législatives aujourd'hui au Royaume-Uni. Farage est Premier ministre. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Moi, je suis pas là. Pour le coup, je dis souvent, je ne suis pas Madame Irma, mais j'ai presque envie de l'être là. Je ne vois pas comment ça peut, à moins qu'il lui arrive quelque chose.
le peuple peut encore dire non, alors que sur le Brexit, on sent bien qu'il y a quand même une... preuve que tous ceux qui nous disent qu'ils regrettent le Brexit, ils ne voteraient pas pour le parti Non, le plus évidemment. brexiteur de tous. Parce que c'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui est à l'origine. Ils le mettent plus haut que jamais. En plus, entre-temps, il a ajouté dans son programme qu'il va quitter la CEDH et l'OMS. Donc, il a chargé la barque. Et pourtant, ils votent massivement pour lui, plus que jamais. Et l'oligarchie, évidemment, Keir Starmer, qui est un mondialiste, qui, elle essaie de, avant l'échéance qu'elle sent venir, c'est-à-dire quand le Brexit va vraiment être appliqué, eh bien, essaie de sauver les meubles en passant un maximum d'accords avec l'Union européenne, contre la volonté des Britanniques, manifestement. Donc, je l'analyse comme cela. Mais ce qui va se passer, c'est que le Royaume-Uni, il a fait l'essentiel du chemin. Ils se sont libérés. Il faut maintenant juste qu'ils mettent à la tête du pays quelqu'un qui applique vraiment la volonté populaire. Ça va être le cas avec Farage. Et vous allez voir, à partir du moment où Farage et son équipe seront en responsabilité, vous aurez une révolution au même niveau que ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Vous allez avoir quelque chose de très positif au Royaume-Uni. De toute façon, tout ce qu'on voit en ce moment, on sent que ça bouge beaucoup sur tout le continent européen. Il y a des poussées, même le phénomène Meloni. J'ai critiqué Meloni, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les Italiens, ils veulent quand même se retourner vers leur drapeau national. On l'a vu en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie, avec Fico qui est très courageux, il faut le dire. Oui. On le voit en Pologne avec ce qui se passe en ce moment. Oui, on le voit avec l'AfD en Allemagne. On a vu des choses au Portugal. On voit des choses en France, malgré tout, parce que je pense que le RN n'est pas le bon catalyseur, mais ça veut quand même dire quelque chose. C'est un refus de Macron, des mondialistes, etc. On le voit avec le Royaume-Uni, de manière très éclatante. Donc ça veut dire qu'il y a, il y a une poussée. Simplement, pour l'instant, je vois des symptômes positifs de cette poussée, mais je pense qu'elle s'établira vraiment et elle parviendra à ses fins quand tout le monde convergera vers l'élimination définitive de l'Union européenne. Et non pas simplement des gouvernements style Meloni, qui sont un peu plus patriotes, mais qui finalement ne vont pas bien loin. Une dernière question sur votre avenir à vous, dans tout ce chambardement. J'ai entendu que Nicolas Dupont-Aignan, qui est aussi dans le camp souverainiste, on va dire, disait que si ce camp-là arrivait à s'unir, vous pourriez dépasser les 10%. Est-ce que vous allez rester dans des petites chapelles ou est-ce que Nicolas Dupont-Aignan est gonflé. C'est celui qui parle du rassemblement quand il n'y a pas d'élection et quand il y en a, il ne le fait jamais alors qu'on lui propose. Donc il est juste gonflé. En 2024, il a quand même accepté d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Enfin, il a quand même franchi le Rubicon. 2017, à l'époque, ça lui avait coûté quand même beaucoup de choses. Remontons moins loin. En 2024, on lui a proposé une liste aux européennes souverainistes avec Jean-Frédéric Poisson qui pourra confirmer tout ce que je dis. On s'est vu de juillet 2023 à mars 2024 pour en créer les contours. C'était lui qui prenait la tête de liste. Donc vous voyez, il n'y avait pas de problème d'ego. On avait une convention. Le jour où on devait faire la conférence de presse, la veille, il nous appelle, Jean-Frédéric Poisson et moi-même, pour dire « j'annule tout ». Bon, excusez-moi. J'avais déjà vécu ça avec lui en 2017 quand il avait annulé l'alliance aux législatives avec le Front National à l'époque, un jour avant. On l'a fait une fois avec lui en législative 2022 parce que nous, on l'avait soutenu loyalement en 2022 candidature présidentielle. On n'a pas été beaucoup remercié en retour puisqu'il n'a même pas appelé à voter pour nous en 2024 aux européennes, contrairement à la promesse qu'il m'avait faite et à Jean-Frédéric Poisson au téléphone. Il avait dit au moins j'appellerai à voter pour vous 2 semaines avant le scrutin. Il ne l'a même pas fait. Donc, si vous voulez, on l'a invité à Arras aux Assises de la souveraineté en 2024. La veille, il m'a répondu je ne viendrai pas, etc. Donc, moi, parler, c'est bien. Ça fait plaisir. Les gens se disent « Ah, il est pour le rassemblement ». C'est de la manipulation. La réalité, c'est qu'il ne le fait pas, le rassemblement. Là, il appelle simplement à ce qu'on soutienne sa candidature présidentielle. Ce n'est pas un rassemblement, ça. Il demande un soutien. D'accord, ok. Et puis peut-être qu'on le finance aussi, pendant qu'on y est. Ce n'est pas un soutien, ça. Ce n'est pas un rassemblement, ça, c'est autre chose. C'est un ralliement. Ça, moi, je pense que ce n'est pas le moment d'annoncer une candidature présidentielle. Je pense qu'il doit retirer sa candidature présidentielle, qu'on remette tout à plat, que tout le monde dialogue, qu'on fasse une primaire si nécessaire. Parce que sinon, on va aller vers 8 candidatures présidentielles. Tout le monde voudra ses 3 minutes sur TF1 comme candidat présidentiel. Ce n'est pas raisonnable. Pour l'instant, battons-nous pour la paix, battons-nous pour sortir de l'Union européenne, battons-nous sur des combats concrets. Il y a plein de choses encore qui restent à faire sur le Covid, les suspendus qui n'ont pas été indemnisés, les effets secondaires. Et c'est là qu'on attend tous le combat, que François Asselineau vienne avec nous, que Nicolas Dupont-Aignan vienne avec nous, que tous les souverainistes viennent avec nous, dans les combats concrets. Et ensuite, on se met tous d'accord pour un rassemblement, une liste unique aux législatives, une candidature unique à la présidentielle. Et ça c'est un travail sérieux, constructif, et pas simplement du blabla, alors qu'on fait l'inverse le reste du temps.
Mais les Merci. Patriotes sont très cohérents là-dessus. Nous sommes le seul mouvement qui a toujours fait des alliances aux européennes, à toutes les élections d'ailleurs, pas que les européennes, régionales, législatives, européennes, qui a soutenu sa candidature. On est les seuls à avoir fait à la présidentielle et qui organise des manifestations et des rassemblements, et vous pouvez en témoigner, où on invite tout le monde. Après, ceux qui ne veulent pas venir, je ne peux rien faire. Je n'en suis pas responsable. Merci Florian Fallait que ce Philippot. soit dit. Merci beaucoup Merci à vous. pour toutes ces précisions. Ce ne sera pas la dernière fois que vous reviendrez parce que là, on va suivre évidemment tout ce qui va se passer en Russie avec les négociations. On n'a pas trop eu le temps d'en parler. On a plutôt fait le focus sur les élections roumaines. Mais on vous réinvitera bien sûr pour parler de tout ça. J'espère que cet entretien vous a plu et que vous reviendrez évidemment toujours plus nombreux la semaine prochaine sur la chaîne YouTube d'Omerta. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie beaucoup du nombre d'abonnés qui ne cesse de croître sur cette chaîne. Nous en sommes parfaitement, absolument satisfaits et c'est une grande joie de vous accueillir toujours plus nombreux chaque semaine. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.